Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3 comme chaque mardi, chaque mercredi, chaque vendredi matin en direct sur Twitter, YouTube et Twitch pour passer 2 heures, 2 heures et demie ensemble pour parler avec nos invités, des chroniques, des débats, l'analyse de l'actualité toujours. Voilà, pour tout savoir, tout ce qui se passe sur la blockchain. Alors, avant de démarrer, je vais évidemment remercier le partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira. Alira, c'est la première école blockchain de France qui, depuis 2019, a formé plus de 2000 élèves apprenants, on dit, attention, parce que sinon, ils vont me taper sur les doigts, au métier de la blockchain, de la finance décentralisée, de l'intelligence artificielle. Alors, petite anecdote, j'ai moi-même suivi leur formation consultant blockchain il y a un peu plus d'un an maintenant, entièrement pris en charge grâce aux aides du Pôle emploi, mais ça marche aussi avec les aides de la région, le CPF, etc. Donc, si vous aussi, vous souhaitez vous lancer dans ces nouvelles technologies, eh bien, Alira vous offre 100 euros de remise sur l'ensemble de ces formations. Et pour ça, c'est très simple. Il vous suffit de prendre rendez-vous grâce au lien que vous trouvez en description sur YouTube, mais également en podcast, puisque je rappelle, l'émission, dès qu'elle est terminée, est disponible en général à peine une heure après sur l'ensemble des plateformes de podcast. Si vous préférez nous écouter plutôt que nous voir, ça, je peux tout à fait comprendre. Donc voilà, donc merci évidemment à l'école Alira. Au programme aujourd'hui, je vais recevoir dans quelques secondes mon invité du jour, Pasher. Ouais, vous avez bien entendu, Pasher avec un P. Et puis à 11h30, je recevrai mon ami Jonathan Solomon pour sa chronique Tradfi, pour tout savoir sur ce qui se passe sur l'actualité des marchés traditionnels et leur impact sur les marchés crypto. Surtout qu'en ce moment, tout est vert. Donc normalement, il va venir avec des bonnes nouvelles. Est-ce que ça va durer ou pas? Attendez 11h30 pour savoir et connaître son analyse complète. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous, je vois dans les commentaires. N'oubliez pas, évidemment, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner sur la chaîne. Sur YouTube, on est passé à 800 abonnés. On n'est pas encore à 2 fois plus que le nombre de vidéos. Alors ça m'amuse toujours. On a fait 450 vidéos et on a 800 abonnés. Mais on se rapproche petit à petit. Normalement, on devrait atteindre le ratio x2 bientôt. N'oubliez pas, voilà, activez la cloche, mettez les petits pouces. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. On essaiera de les relayer en direct, évidemment. Salut Odile, bien dormi, très peu, 4 heures. Je suis toujours sur Clair Obscur. Mais on est là, voilà, on est là, comme chaque matin, pour animer l'émission. D'ailleurs, je pense que ça se voit. Bon, trêve de plaisanterie. Enfin, si, on va commencer les nouvelles plaisanteries avec mon invité du jour, Pasher. Salut Pasher, comment vas-tu? Salut mec, bah écoute, ça va super, hein. Très très bon réveil là. Le marché est un peu vert depuis quelques jours, enfin. Donc C'est vrai, non, au top, hein. c'est vrai que ça fait du bien. Alors, je te cache pas qu'évidemment, c'est un format assez particulier ce matin. D'abord parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas reçu quelqu'un qui n'est pas Dots dans l'émission. Donc, il faut que je m'habitue à ta petite tête ronde dégarnie. Euh, Mais c'est le jeu et je le savais en t'invitant. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de recevoir dans l'émission des créateurs de contenu, au sens noble du terme, parce que tu vois, je ne vais pas te mettre dans la catégorie influenceur, on y reviendra. Mais voilà. Et j'aime bien cette idée-là, parce que je te cache pas, et on va commencer là-dessus d'ailleurs, si tu veux, que j'ai reçu pas mal de propositions en DM depuis 2 ans maintenant que je fais cette émission, justement d'influenceurs qui me disent, putain, ma caméra elle bug, qui me disent ouais, ce serait bien que je passe dans ton podcast, truc et tout. Et en fait, je leur réponds toujours, mais en toute humilité, tu vois, vraiment, en fait, je vois pas de quoi on va pouvoir parler, tu vois. Tu chill des tokens, tu montes des charts. Tu sais, c'est pas ma ligne et je sais pas de quoi. Et donc, en vrai, en général, je refuse humblement et gentiment, tu vois. Et là, te concernant, c'est moi qui suis venu te voir parce que je te vois C'est dans mon vrai. feed systématiquement.
Et j'ai bien aimé, la tagline que j'ai trouvée de cette, rencontre, c'est une parodie pas si parodique. Parce qu'en vrai, il y a quand même du taf derrière ce que tu fais. Voi qu'est-ce que tu penses d'ailleurs de ton positionnement et comment tu te présentes toi quand on vient te parler? Bah, déjà désolé, aux gens qui écoutent et qui ont mal lu et qui pensaient que tu as eu une interview avec Asher. Je sais qu'il y a des gens qui font la confusion parfois dans les commentaires. Moi, je me définis pas du tout, mais vraiment pas du tout, moi-même en tant qu'influenceur, KOL et cetera. Je sais que j'ai une position visible sur les réseaux, mais c'est vraiment pas le but du contenu que je partage. J'ai jamais fait le moindre partenariat sponsorisé, jamais accepté le moindre centime pour parler d'un projet et cetera. Moi, mon compte, il est né il y a un peu plus d'un an, un tout petit peu plus d'un an après que j'ai commencé à rentrer très sérieusement dans les cryptos et à farmer du coup les airdrops, donc c'est la niche sur laquelle j'ai décidé de me concentrer. On pourra en reparler, juste après et quand tu farmes les airdrops, tu fais des transactions on-chain sur un voire plusieurs wallets. Je me suis retrouvé en fait chez moi avec une liste de tâches que je réalisais sur un wallet pour le refaire le lendemain sur un autre wallet. Je me suis dit que ce truc-là, ça pouvait intéresser des gens et même pour moi, ça m'intéressait d'avoir accès à tous les liens sur mon navigateur. Donc je me suis juste dit que j'allais commencer à poster sur X vraiment sans prétention et juste, histoire de d'avoir un petit suivi, tu vois? Une sorte de journal de mes transactions. Et étant donné qu'il me fallait une direction artistique, je trouvais juste ça très, très marrant de reprendre la photo de Owen, en variante, chauve. À l'époque, pour ceux qui ont suivi, c'était la mode des Pessi sur Twitter et puis ensuite ils sont allés sur LinkedIn. Donc les Pessi, c'est des comptes parodiques de Lionel Messi en chauve et je me suis dit que le monde avait besoin d'un pâcheur. Du coup, c'est à la fois la naissance de cette, direction artistique et la simple envie de poster le contenu que j'écrivais moi-même et que j'avais moi-même, dans mes journaux perso de suivi, de les publier sur X et après à la fois le concept a plu, à la fois les gens, ont découvert le compte à travers les photos, les montages parodiques qui, moi, m'amusent beaucoup. C'est ça qui m'a fait gagner en visibilité, mais derrière les gens découvrent le compte parodique et se rendent compte qu'en fait derrière, bah, il y a du contenu qui est qualitatif. J'ai vu que je commençais à avoir un petit peu de traction et du coup je me suis simplement motivé à poster, très vite, très fort, sans contact et pour moi, c'est évidemment une belle réussite la croissance que j'ai eue sur mon compte, même si c'est pas énorme par rapport aux standards qu'on a sur Instagram ou YouTube. Là, je me rapproche des 18 000 abonnés en un peu plus d'un an et sur X, dans la niche, en crypto français, d'airdrop, c'est quand même beaucoup. Mais voilà, je pense que ce qui a marché, c'est à la fois la direction artistique, assez légère, assez sympa et à la fois le fait que, bah, moi je suis pas là pour faire la promotion de projets qui m'intéressent pas. Je partage juste ce que je fais. Il s'avère que les gens, ça leur a plu. Étant donné que j'ai moi-même pas mal travaillé en entreprise par le passé, je sais ce que c'est de pas avoir le temps de suivre tout ce qui se passe en crypto. Il se passe beaucoup de choses et du coup, il y a pas mal de gens qui ont voulu rejoindre l'aventure et là on s'amuse bien, voilà, ça fait un peu plus OK. d'un an et tout va bien. Eh ben, écoute, c'est super, merci pour cette petite introduction. On va, si tu veux, revenir, alors je précise, on n'a pas préparé l'interview, ni toi, ni moi d'ailleurs. Non, l'idée surtout, si tu veux, je vais te poser des questions, si tu veux pas répondre dans la limite de la voilà, des informations que tu veux partager, il y a aucun problème, d'accord? Ouais, bien sûr. Et tu me le dis, et tu me le dis cash. Mais bon, est-ce qu'on peut revenir un peu à l'origine? Qu'est-ce que tu peux dévoiler sur toi? Je sais pas, ton âge, la ville ou la région, dans laquelle tu vis, est-ce que tu fais un travail à côté? Si oui, lequel? En fait, elle est où la limite du doxing chez toi? Qu'est-ce que tu acceptes de partager et qu'est-ce que justement tu souhaites conserver anonyme pour toi? Et on reviendra ensuite sur le pourquoi de cet anonymat. Mais d'abord, qu'est-ce que tu peux nous partager là pour qu'on essaye de délimiter un peu ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas de toi? Bah, écoute, je peux partager tout ce que j'ai déjà dit, c'est-à-dire que moi, j'ai grandi en France, j'ai vécu pendant un moment en région parisienne, j'ai travaillé pas mal en région parisienne.
dans l'une des plus grosses entreprises du CAC 40, des gros horaires un peu débiles. Jusqu'à fin 2023 où j'ai quitté mon travail parce que je me rendais compte que ça n'avait un peu aucun sens, de passer autant de temps à bosser dans des bureaux et des horaires complètement stupides, aller bosser le week-end, pour faire des présentations PowerPoint, compléter des Excel et tout. Et je me disais que mon temps serait beaucoup plus, efficacement investi sur moi et que potentiellement la crypto, c'est un truc qui me paraissait assez intéressant. Je suis donc passé full-time crypto début 2024 et ma situation a un petit peu évolué entre-temps. Compte tenu de ce qui se passe dans certains pays, je préfère, moins en parler. Mais voilà où j'en suis là, ça y est, bah, ça fait un peu plus de d'un an que je vide mes positions en crypto. Je suis loin d'être milliardaire, mais en tout cas, on est très fortement exposé au marché crypto et du coup les variations à la hausse, comme ce matin, font très plaisir. Hem, Tu as quel âge à peu près? J'ai, pas loin d'une trentaine d'années. D'accord, donc pas encore 30 ans, OK. Et donc aujourd'hui, tu te considères comme, trader? En gros, tu gagnes ta vie, grâce à tes ordres d'achat et de vente, et le airdrop, c'est la petite cerise sur le gâteau, le petit dividende à la fin de l'année? Ou c'est quoi la proportion justement de ton «activité» entre guillemets? Bah, écoute, déjà en termes de trading pur, je suis pas un trader. J'ai eu des arcs, trading dans ma vie. C'est quelque chose que j'aime bien, mais j'ai choisi depuis un an de me concentrer sur, du coup, le farming d'airdrop, à part entière. Sachant que c'est finalement une, un s comment dire? Un segment de l'activité crypto qui peut payer ou qui peut être très, très ingrat selon les opportunités sur lesquelles tu te positionnes. Donc c'est vraiment très difficile d'en vivre. C'est un peu de la chance, et de la capacité de travail. C'est-à-dire que si tu farmes pas tout ce qui bouge, tu as de grandes chances de rater les trucs, les plus ambitieux. Donc là, concrètement, je vis, on peut le dire, je vis un peu comme un clochard. Je sors, peu d'argent de mes activités crypto. Ce que je sors évidemment, je le déclare dans le pays, dans lequel je vis. Mais je vis notamment, bah, de mes revenus et de mes économies et de mon précédent travail sur lequel j'avais évidemment un salaire, qui me permettait de vivre et de mettre de l'argent de côté. Donc, je suis très loin de rouler en Lamborghini à Dubaï, mais en tout cas, Et l'aventure crypto se passe bien. alors, au niveau, satisfaction personnelle, tu dis: «Tu vis comme un clochard». J'imagine qu'avant, quand tu étais salarié, tu devais gagner correctement ta vie, tu avais une certaine stabilité, mais en même temps, tu avais, sans doute des horaires, de la hiérarchie, peut-être un petit peu de stress. On sait que c'est comme ça dans les grosses boîtes. Aujourd'hui, tu estimes, que tu es à la meilleure période de ta vie. Très Hem, largement, sans aucun ouais, doute. Très, très largement. La différence, en fait, c'est que évidemment, quand tu es salarié dans une grosse entreprise, tu as un salaire qui tombe, tu te poses pas de questions. À la fin du mois, tu vois qu'il te reste de l'argent de côté, tu investis un peu, le reste, tu le dépenses, tu pars en vacances, c'est facile. Là, quand tu pas de source de revenus fixe en euros qui tombe sur un compte en banque, tu es obligé un petit peu d'être un peu plus stratégique et étant donné que le marché crypto, fluctue quand même pas mal, surtout les derniers mois, surtout quand tu es investisseur sur Ethereum, par exemple. C'est dur d'augmenter les dépenses et d'augmenter ton niveau de vie. Donc tu as beau voir le portefeuille, crypto qui monte, au fil des mois par rapport au début de l'aventure, il y a aucun moment où c'est une bonne idée de chercher à dépenser plus et de chercher à faire des folies. Donc, la grosse différence du coup par rapport à quand je suis salarié, c'est que j'ai pas de sécurité et c'est un peu normal et c'est un peu le principe de la prise de risque, de partir, full-time crypto, de l'entrepreneuriat parce que mine de rien, moi j'ai des petits projets à côté, vraiment dans le crypto et dans le monde de la crypto également. Mais c'est le principe de l'entrepreneuriat, c'est que tu rentres dans un système d'incertitude, c'est ça qui rend le truc passionnant aussi. Mais, tu es obligé d'être un petit peu prudent si tu veux pas te retrouver dans la merde un jour, dans le cas où Ethereum crache de 60 par exemple. ouais.
Ouais, tu m'étonnes. On reviendra évidemment sur, les différents écosystèmes que tu Avec plaisir. explores. Tu as, donc, bâti, autour de toi une communauté. Tu les appelles, je crois, les Paquitos, Pachitos? Les Pachitos, exact. Pachitos, ouais. Ils se fédèrent, quelque part? Est-ce que tu as un Telegram privé, un Discord, un truc? Ou est-ce que ton réseau unique, c'est Twitter? Et quel lien, tu tisses avec, ceux-là? Est-ce qu'il est que, de l'ordre de ah, ils viennent te demander des tips, des trucs ou est-ce que, il y a des relations plus poussées, des amitiés qui sont nées, des relations plus suivies? Parle-nous un petit peu de ta relation justement avec les Pachitos. Bah, ouais, avec plaisir, c'est essentiellement sur X. Effectivement, donc j'ai pas de groupe pâcheur privé à côté. Il s'avère que j'ai créé une communauté privée sur Discord qui a un projet à part, sur lequel je suis cofondateur, mais qui n'est pas lié directement au branding pâcheur et à mon image. C'est pas quelque chose que je c'est pas lié, c'est pas le but, tu vois? Le but étant plus de, partager des informations et cetera. La communauté pure, c'est 100 sur X. Malheureusement, étant donné que je suis quand même un peu prudent sur tous les événements, en plus j'ai pas le temps d'aller partout. Globalement, il y a pas encore eu de très, très gros rassemblements crypto. C'est pas facile de connecter en vrai avec tout le monde, donc j'ai pas vu énormément de personnes, qui me suivent. J'ai rencontré pour le coup, plusieurs, collègues et amis créateurs, des gens que j'ai rencontrés en ligne et il y a des vraies amitiés qui se sont créées, il y a des vraies relations qui se sont créées. Pour ce qui est des personnes que j'ai jamais vues et qui suivent mon contenu sans forcément contribuer plus que ça, moi, mon objectif, c'est de partager ce que je fais et d'aider autant que je peux. Après, je sais qu'on est dans la crypto en France, c'est un monde, super strict et super difficile et je peux pas me permettre de donner des conseils. Je sais que le retour de bâton peut être vraiment très dur, surtout qu'en plus, moi-même, je découvre plein de choses et moi-même, je fais des erreurs, donc je suis évidemment pas du tout qualifié pour donner des conseils. Après, compte tenu de ma position, il y a quand même pas mal de gens qui me demandent ce qu'ils doivent faire dans telle situation, qu'est-ce que je leur recommande et tout, donc je donne mon avis, j'aide les gens comme je peux, mais j'évite autant que possible évidemment de rentrer dans le conseil financier parce que c'est le meilleur moyen de se faire des ennemis plus tard, les gens ont la critique facile. Mais en tout cas, moi j'ai toujours, toujours, toujours autant que possible cherché à répondre à tout le monde. Tous les gens qui m'écrivent, tous les gens qui répondent en commentaire sous mes posts, tous les gens qui m'écrivent en message privé. Vu que mon compte a pas mal grossi, là, je reçois vraiment un peu beaucoup trop de demandes. Ça m'arrive, dans les périodes où je suis actif sur les réseaux de recevoir, quelques centaines de messages, sous quelques jours. C'est évidemment beaucoup de temps pour gérer tout ça, mais je prends autant de temps que possible pour répondre à tout le monde parce que cette aventure, c'est un truc qu'on fait ensemble. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir le compte le plus gros possible et du coup, s'il y a des gens qui sont là et qui me donnent de la force et que je peux aider, ne serait-ce que, en donnant un point de vue, bah, pour moi, c'est gratuit et c'est évident que c'est la chose à faire. Mmh. Et et alors justement, revenons peut-être au doxing. Pourquoi, donc on a compris l'idée, de ta DA, est-ce qu'à un moment donné, tu as eu, tu pensé à te dox, à te montrer, à créer une chaîne YouTube, j'en sais rien, en tout cas à créer un contenu où on saurait, qui se cache derrière Pacheur? Et sinon, pourquoi tu as fait ce choix de l'anonymat? Écoute, au début, au tout, tout, tout début, c'est juste que ça m'intéressait pas, de créer un personal branding parce que quand j'ai créé mon compte, j'étais novice en crypto. J'étais un vrai débutant. Donc j'ai commencé fin 2023, j'avais que quelques mois d'expérience et j'ai vraiment bossé, bossé dur pour, comprendre toute la technique, pour, étudier l'historique, prendre beaucoup de recul sur tout ce qui se passe et c'est comme ça que j'ai pu développer une certaine expertise. Puis, il y a pas non plus, beaucoup de très grosses formations crypto, donc tu es un peu obligé de bosser ça en autodidacte. Du coup, j'avais pas d'expertise, ça faisait pas de sens pour moi de lancer un personal branding en tant que, avec ma vraie identité, sachant que j'avais rien de particulier à prouver, enfin, j'avais rien de particulier à offrir et que ce que j'offrais, c'était juste un partage, un retour d'expérience. Je pense qu'à terme, ça aurait pas forcément été une erreur de me dox dès le début. Il s'avère que je l'ai pas fait parce que je voyais pas l'intérêt.
Et petit à petit, il y a eu de plus en plus d'histoires, en Belgique, en France et peut-être dans quelques autres pays de kidnapping, de coupage de doigts et c'est là où je me suis dit qu'en fait, le doxing, ça m'apporterait pas grand-chose. Il y a quelques mois, je pense que quand j'ai créé mon compte et que je me suis aperçu que j'avais un peu de traction, j'étais encore ouvert à l'idée. Je me disais que potentiellement, le moment où je ferais une grosse interview, un gros truc, je pourrais me dox, je pourrais montrer ma tête, ça peut être marrant. J'étais vraiment pas fermé, mais compte tenu de tout ce qui s'est passé dans le monde ces derniers mois, je pense que ça m'apporte, rien de bénéfique et qu'au contraire, c'est plus, du négatif qu'autre chose. Une bonne majorité des personnes, qui sont dox que j'ai rencontrées me disent que j'ai de la chance de pas l'avoir fait et de pas avoir, dévoilé mon identité en ligne donc à court moyen terme, c'est quelque chose que je vais préserver, c'est quasi certain. Après dans 2-3 ans, on verra, tu vois? Peut-être que je changerai d'avis à ce moment-là. Mmh. Ouais, je vois. Bah, surtout si demain tu décides de lancer un projet, autre chose que quelque chose de communautaire, bah, elle est là, je pense, la barrière. C'est-à-dire que C'est évident, c'est c'est pas évident. Si, pas tant c'est le sûr. jour où tu auras il y aura peut-être un moment où tu auras envie, mais je pense que l'envie, tu l'aurais déjà eu, hein. Mais peut-être le moment où, il va falloir que, si tu as une boîte, où tu bosses avec des pros, ou une boîte où il y a de la régulation ou n'importe quoi, bah, effectivement, moi, j'en parlais récemment avec Helmut, que tu connais sans doute, Journal du Coin d'Innovox. Ouais, Et c'est pareil, lui, il a toujours tenu à son anonymat, mais là, plus récemment, bah, voilà, il commence à faire des émissions télé en Polynésie française pour ouais, parler voilà. de Innovox et tout ça. Et en fait, là, le doxing, il se fait de façon. Il n'a pas été annoncé, genre, Hey, I'm doxed! Mais ça se fait naturellement. Et après, aujourd'hui, si tu veux trouver à quoi il ressemble, tu peux trouver, tu vois. C'est ça, ouais. Ouais, donc je vois la C'est ça. situation. Si j'ai besoin de le faire, pour un projet, pour lever des fonds, pour une sorte de régulation, éventuellement, pourquoi pas, c'est sûr. Après là, dans l'immédiat, à court terme, tout de suite, j'ai rien à gagner à le faire. À part, OK, ce serait marrant, ce serait amusant. Je suis persuadé qu'il y a quelques personnes qui sont un peu curieux. Mais c'est pas en tout cas, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, que je recherche. J'ai pas besoin que le monde connaisse mon visage, voilà. Ok, très clair, très Et clair, en très plus et clair. en plus, je dirais même que ça contribue au lore. Ça contribue, au mystère de Pasher, Pasher est-il vraiment gros et chauve? Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu, la direction artistique serait un peu brisée et Ah bah oui. j'ai trahi ma communauté. Comment ça? Je Ouais, suis peut-être pas chauve en vrai? Comment c'est possible? ouais, ouais. Peut-être que tu ne portes pas systématiquement une chemise noire. Et oui, les gens sont pas prêts, je pense, à ce genre de révélation. C'est Hem, ça. Parlons justement de ça. Tu as été, «adoubé» entre guillemets, par Asher qui, voilà, interagit avec, ton compte. Comment est-ce qu'il l'a découvert? Est-ce qu'ensuite vous en avez parlé? Est-ce que ça l'a gêné? Est-ce qu'au contraire il a trouvé ça fun? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes devenus, pas potos, digital friends ou plus? J'en sais rien. Tu peux nous en parler de ça? Bien sûr, bien sûr. Bah, écoute, très drôle ça aussi. Pour le coup, Asher a trouvé mon compte, très, très tôt. J'avais moins de 1000 abonnés, je crois que j'avais 500 abonnés. Parce que tout simplement, dans les bureaux de chez Meria, les membres de son équipe, certains membres de son équipe ont trouvé le compte, très, très tôt, l'ont affiché sur les écrans dans les bureaux de ce qu'ils m'ont raconté. Donc je sais que ça les a bien, bien fait marrer, surtout au début. Owen m'a écrit assez rapidement. Il m'a envoyé un DM, pour me dire que ça l'avait bien fait rire. Il m'a entre guillemets «autorisé» à utiliser son image en me remerciant d'avoir fait un compte parodique, bienveillant, étant donné que lui, bah, comme tu t'en doutes, il souffre beaucoup de faux comptes constamment et de faux groupes Telegram qui ont pour vocation de d'arnaquer les gens. Donc il a apprécié la démarche, sachant qu'au tout début, ils ont évidemment entendu parler du compte juste sur la partie, humoristique et quelques montages photos et que derrière, il a continué de suivre mon contenu. Il s'est rendu compte que, bah, derrière, il y avait quand même un bosseur et un passionné de crypto. On est pas mal rentré en contact, on a pas mal discuté, on a fini par se voir, un jour et là, bah, on bosse, assez régulièrement ensemble sur des sujets de farming. À la fois, on discute un peu des évolutions de la crypto. À la fois, je sais pas si tu as suivi, lui sur ses lives maintenant, il a lancé un J'allais programme venir. de farming en live Ouais. exactement. Donc sur ça, c'est un peu une initiative sur laquelle
il a cherché à m'impliquer, sur lequel il m'a demandé des potentielles opportunités intéressantes. Donc c'est un truc qu'on fait dans un sens, qu'on fait un peu ensemble et moi je suis trop content de cette évolution parce que forcément tu bosses en crypto en France, tu fais du contenu, bah, c'est un peu la consécration, tu vois? D'avoir le soutien de Asher et en plus maintenant je bosse avec lui, enfin j'aurais jamais pu à m'attendre à quelque chose comme ça, avant de créer mon compte et comme quoi dans la vie, tu prends des risques, tu fais des trucs, tu sais même pas pourquoi tu les fais et tu te rends pas compte. T'as peur, t'es chez toi, tu dis: «Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Imagine ça se passe pas bien». Ouais, mais imagine ça se passe encore mieux que prévu et bah, là pour le coup, moi c'est ce qui m'est arrivé et pourtant je suis juste un bosseur, j'ai pas de talent particulier, j'ai pas de réseau particulier, j'ai juste passé des heures derrière mon PC à étudier des trucs et comme quoi, bah, en fait en bossant, tu peux réussir à faire des choses qui sont assez cool donc s'il y a des gens qui hésitent, qui nous écoutent, qui ont envie de créer du contenu, qui ont envie de lancer une boîte et tout, bah, il y a des ch c'est possible que ça se passe pas bien, c'est aussi possible que ça se passe très bien et parfois dans la vie, il faut prendre des risques. Oui, parce que justement, moi, quand j'ai vu cette initiative, Asher, le vrai cette fois-ci, se lancer dans le farming, je me suis dit: «Est-ce qu'il va marcher sur les plates-bandes de sa parodie ou est-ce que, finalement ils vont le faire ensemble?» Donc tu nous Et dis oui. effectivement que vous bossez ensemble Ouais. sur ce contenu. Concrètement, alors pour être très honnête, je n'ai pas, visionner ce contenu, mais en quoi ça consiste? C'est quand? Est-ce que toi, parfois, tu interviens en live ou est-ce que juste tu es en coulisses? Voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, tu peux nous en parler? Donc, concrètement, on parle de farming et de yield farming et surtout de farming d'airdrop. Ça consiste à faire des transactions on-chain, entre autres, pas que, mais entre autres, pour s'exposer à des émissions de tokens, à des futurs airdrops. Moi, du coup, c'est ma spécialité et il faut savoir que j'ai commencé grâce à une vidéo d'Owen. Il avait fait une vidéo, je crois, début 2023, où il parlait bah, des airdrops, de ce que c'était et de ce que lui farmait et donc notamment, il indiquait, 4-5 protocoles et moi, c'est comme ça que j'ai commencé la crypto. C'est que j'ai regardé sa vidéo, j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai commencé à faire pareil. Au début, je comprenais rien, ça me faisait peur. Petit à petit, j'ai répété les opérations et c'est comme ça que je suis vraiment tombé dedans et c'est aussi ça l'approche qu'il a eue quand il m'a proposé qu'on collabore sur cette partie farming. C'est que, bah, en fait, moi, j'ai commencé entre guillemets «grâce à lui». Ça m'a donné des opportunités de fou, ça m'a changé la vie et le farming et la crypto dans cette niche particulière, c'est un peu dans un sens, c'est un peu les tranchées, c'est un peu le réel, ce qui se passe on-chain. Pour lui, c'est important de suivre ce qui se passe quand même, ne serait-ce que pour sa compréhension du marché aujourd'hui. Il a envie de continuer de suivre exactement tout ce qu'il y a et à la fois, il se dit que, bah, en fait, c'est un truc qui est passionnant. Lui, c'est un passionné de DeFi, tout comme moi je le suis et il a envie de transmettre cette passion et de transmettre un peu la même chose qu'il avait transmis dans sa première vidéo. Il a envie de répliquer ça et c'est pour ça qu'il s'est décidé concrètement à lancer cette session. Donc, en pratique, ce que ça donne, c'est que moi, je lui partage des opportunités qui m'intéressent, des trucs que je suis en ce moment, des trucs que je fais moi-même. Je lui envoie ça, je lui explique pourquoi ça m'intéresse, comment ça marche. Lui, de son côté, il voit ce qui lui parle ou pas. Il reprend en partie ce que je lui recommande, il le refait un peu à sa sauce, étant donné que son audience, c'est pas la même que la mienne. Les gens qui suivent mon contenu, c'est vraiment des gens qui ont une présence on-chain et qui font des transactions. Les gens qui le suivent, c'est généralement un peu plus des novices, hein, même s'il y a quand même des cracks, parmi sa communauté. Globalement, il se doit de faire du contenu un petit peu plus simplifié. Et il poste ça. Moi, généralement, je suis ce qui se passe en live dans son stream Twitch et après, on fait un petit récap après quelques jours et globalement, tu fais des transactions, potentiellement, tu vas avoir une bonne surprise. Là, on a fait la première session de farming sur un protocole de stablecoin, décentralisé Resolve. On a l'airdrop là dans quelques jours, donc potentiellement, les gens qui ont farmé, qui ont suivi les sessions de farming vont recevoir leur premier airdrop, là dans quelques jours. Donc ce sera pas l'airdrop d'une vie, mais ça fait quand même un billet sympa pour faire bosser ses cryptos et potentiellement, ça peut déclencher un truc chez d'autres personnes comme ça avait déclenché un truc chez moi à l'époque et donner envie et c'est ça notre objectif. Si derrière il y a des gens qui s'y mettent et qui arrivent à faire un peu d'argent sur ça, on est super content.
Ouais. Alors effectivement, toi, tu es arrivé dans l'écosystème, il y a, donc un peu plus d'un an, je crois, aux alentours d'avril. En tout cas, je vois la création Exactement. de ton Twitter, pardon, je crois que c'est avril 2024. Ouais. J'imagine que l'année a dû passer vite. Mais par contre, c'est vrai que si on s'intéresse, alors moi, je suis loin d'être un crack du farming, du airdropping, tout ça, voilà, on va pas se mentir. Mais je suis ça forcément par la force des choses, et j'ai eu le sentiment qu'il y a eu une hype autour des airdrops justement jusqu'au deuxième semestre l'année dernière, jusqu'au premier semestre l'année dernière, donc jusqu'au juin à peu près. Et après, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu voilà, à un moment donné, une espèce de traversée du désert, notamment après les airdrops de Starknet, etc., qui en avaient quand Ouais. même beaucoup déçu et tout. Et ensuite, il y a eu Hype de Hyperliquid. Est-ce que tu peux nous raconter, alors déjà c'est mon avis de quelqu'un qui a suivi ça de loin, donc toi qui est dedans H24, non-stop et tout, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les grosses milestones, les moments forts de ton aventure d'un an de farming avec bah voilà, les trucs exceptionnels que tu as vécu, les moments où tu t'es dit peut-être bah, ça y est, il n'y a plus rien, c'est plus du tout la trend, et là ça revient. Voilà, raconte-moi un petit peu ça si tu veux. Bah, tu une très bonne lecture du marché des airdrops. Je pense que tu as tout résumé. Il y a 2 trucs très importants à prendre en compte. C'est que premièrement, les airdrops, du coup, c'est effectivement cyclique comme tu l'as dit. C'est qu'il y a des périodes où il se passe rien, où il y a peu de personnes qui farment. Du coup, les protocoles qui décident de lancer un token, généralement, il y a peu de compétition, font des très bons airdrops. Ça crée de la hype sur le mécanisme et là, tout le monde s'intéresse aux futurs airdrops, donc tout le monde farm, les airdrops sont beaucoup plus dilués et sont décevants. Donc tout le monde arrête et il y a vraiment cette cyclicité que moi j'ai observée, bah, depuis, un peu plus d'un an. Donc c'est exactement ce que tu as décrit, c'est que les gens, ont vu les airdrops d'Arbitrum et d'Uniswap en 2021-2022 qui étaient massifs et sur lesquels il fallait faire très peu de transactions Alors, pour recevoir un très il gros faut, airdrop. alors, pardon, mais en fait, on va le faire ensemble, ça. Parce que Vas-y. dans mon audience, effectivement, il y a des personnes qui soit n'étaient pas du tout là à l'époque, soit qui ne sont pas forcément à l'aise avec tout ça. Alors, juste pour rappeler, tu me contredis surtout hein, si tu me Bien corriges. Hein, sûr, parce que, vas-y. voilà, c'est plus de l'histoire maintenant. Uniswap, C'est ça. ça fait 2 ans, 3 ans, mais quand même, pour nous, voilà. Donc, Uniswap, ce qui est fou, c'est que c'était un airdrop qui n'était pas annoncé. Et donc là, il y a eu, c'était à l'époque un airdrop en milliards, là, j'ai plus les montants, mais c'était assez Ouais, fou. 6 000 000 à la TH, ouais. Ok, ouais. Alors en général, on parle de la paper value au moment du largage. Après que le token il monte ou qu'il baisse, ça après c'est voilà, mais en général, je Mmh crois mh. qu'au moment du largage, je crois que c'est pas 6, hein, c'est quand même beaucoup moins. Oui, oui, c'est moins 6, c'était, au top de Ouais. la Et ça, capitalisation. c'est vrai que bon, la plupart, j'en sais rien d'ailleurs, mais beaucoup vendent immédiatement. Par contre, ceux qui conservent, évidemment, entre-temps, voilà. Donc Uniswap, c'est un DEX, hein, et c'était peut-être le premier airdrop, on va dire, un peu sympa, quoi. Moi, j'ai Ouais. connu évidemment celui, le airdrop de MEX ou de Multiversix, donc Elrond à l'époque, qui était un mécanisme un peu différent parce que là, il était d'une certaine manière prévu. Tu vois, il fallait staker de l'EGLD, il y avait des moments, il y avait des snapshots du montant de GLD stacké, et après, tu avais ton allocation. Enfin bref, c'était quand même très prévu. Donc ça, là, tu pouvais attirer justement les farmers parce qu'ils savaient ce qu'ils devaient faire pour avoir accès. Alors qu'Uniswap, et c'est un peu plutôt vers ce mouvement-là que s'est dirigé ensuite la crypto, c'est plus on tease un potentiel airdrop ou on tease pas du tout. Et là, les gens s'exposent dans l'objectif peut-être d'avoir une allocation. Ça fait 2 types d'airdrops différents. Starknet, ça c'était un peu différent parce qu'on savait qu'il allait en avoir un, mais on ne connaissait pas les conditions. D'ailleurs, il y a eu énormément de déçus. Tu nous en parleras Eh puisque tu oui. l'as sans doute vécu. Alors là, c'est plus un point de définition, hein, si tu me le permets, entre Bien les sûr. différents types d'airdrop. Il y a eu Arbitrum qui a bien marché aussi parce que je crois, dis-moi si je me trompe, tout comme Starknet d'ailleurs, il avait été très orienté pour les développeurs. Ils avaient énormément, je crois, incentivé ceux qui avaient lancé des DApp, etc. Peut-être aussi pour équilibrer par rapport à ceux qui étaient juste venus farmer ou qui avaient juste utilisé et fait des transactions on-chain. Donc ça aussi, c'est intéressant à qui s'adresse le airdrop. Donc voilà, juste pour revenir, je te redonne la parole. Ouais, ouais, bah, oui, hein, globalement, c'est ça. Il y a différents types d'airdrops. Ce qui était génial avec Arbitrum,
pour le coup, moi, Uniswap, donc je l'ai vraiment pas du tout vécu. Arbitrum, c'était que même en tant qu'utilisateur, l'allocation minimale de mémoire, c'était 1000, un peu plus de 1000 $. Donc en fait, si tu avais un peu farm, fait quelques transactions, tu recevais 1000 balles. Et ça, moi, c'est ça qui m'a rendu fou. À l'époque, j'étais pas en crypto, j'avais un de mes meilleurs potes qui faisait que me parler de l'airdrop d'Arbitrum, qu'il fallait farmer. Je l'ai pas fait. Il me l'a répété 6 fois, je l'ai pas fait, j'ai vu qu'il s'était pris 1000 balles et je me suis dit: «Ah ouais, non, c'est bon, plus jamais je rate une opportunité». C'est comme ça que j'ai commencé à bosser le truc d'ailleurs. Mais du coup, il y a vraiment eu ce changement de mindset effectivement où on se rend compte où au début les airdrops sont pas attendus. C'est une énorme surprise pour les utilisateurs et derrière, parce que les gens s'aperçoivent qu'il y a des très gros airdrops, les gens se mettent à farm et cherchent les nouvelles opportunités. Donc c'est exactement ce qui s'est passé sur Starknet. C'est qu'il y avait plein de gens qui, voyant l'airdrop Arbitrum, qui est un layer 2 d'Ethereum, ont cherché à répliquer le même format d'airdrop, c'est-à-dire réaliser des transactions sur Starknet cette fois-ci, un autre layer 2 d'Ethereum, pour s'exposer à l'airdrop. Et Starknet effectivement a été, décevant étant donné qu'il y a eu des critères d'éligibilité qui étaient un petit peu injustes selon certaines personnes. Notamment un, en fait, surtout, Et c'était ouais. le fait d'avoir un solde à 0,05 ETH, je crois, hein. Sur le wallet et c'est C'est ça, hein? débile et je suis vraiment pas du tout un défenseur de Starknet. Au contraire, pour moi, malheureusement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment la partie technologique. Pour moi, sur la partie spéculation du token, ils méritent 100 leur price action à cause de leur airdrop, à cause de leur exécution. Étant donné que le critère était débile, moi je crois j'avais 2 ou 3 000 dollars d'USDC sur le wallet, plus des positions en liquidity providing et j'ai pas été éligible malgré beaucoup, beaucoup de transactions. Et là où c'est Qu'est-ce qui t'a injuste, c'est qu'il y a, généré, il y a plein de développeurs qui ont reçu des très, très grosses allocations et c'était complètement déséquilibré, pas du tout en faveur des users, mais du coup, en tant qu'utilisateur, c'est très frustrant et t'as pas envie d'utiliser la chaîne derrière. alors là, il y a une discussion intéressante qui peut s'engager, si tu veux, et après on reviendra sur Bien l'historique, sûr, carrément. des airdrops. Mais déjà, quel est l'objectif d'un airdrop? Quel est l'objectif d'une infra, L1 ou L2? Ouais. Qu'est-ce qui t'a gêné? Est-ce que c'est que le solde requis soit en ETH alors qu'il aurait pu être dans n'importe quel ERC20, donc en valeur? C'est Heu, surtout que ce soit ETH dans le wallet spécifiquement, c'est bête. C'est vraiment pour filtrer des utilisateurs. Mais voilà. ouais. Et alors, donc revenons un peu sur, le début de ma question. C'est quoi l'objectif, d'un airdrop et c'est quoi l'objectif, en tout cas, ça doit être quoi selon toi l'ambition d'une infra? Est-ce que c'est d'attirer, et là, c'est l'œuf ou la poule, mais c'est une discussion qui revient tout le temps. Est-ce qu'une infra doit attirer des builders, des développeurs de d'app qui, eux, vont attirer des utilisateurs? Ou est-ce qu'au contraire, l'infra doit attirer des utilisateurs pour avoir, disons, un terreau fertile pour qu'ensuite les builders viennent pour donner, entre guillemets, à manger à ces utilisateurs avec des use cases de différents types? C'est quoi, toi, ton avis? Parce que ça oriente la stratégie, évidemment, de Bien l'airdrop. sûr. Putain, mais là, tu me lances sur un vrai truc là. On a le temps. L'airdrop, concrètement, moi, mon point de vue a changé sur ça. Le discours marketing, c'est que c'est pour la décentralisation. En pratique, c'est quasiment jamais le cas parce que, c'est 5 ou 10 de la supply habituellement qui sont distribués, donc c'est pas du tout, une bonne façon de décentraliser. Alors, Heu, on précise, parce que tu fais un lien qui est évident pour toi et oui, tu as qui raison. l'est aussi pour moi, mais peut-être pas pour tout le monde. Le principe, quand on parle de décentralisation, c'est de décentraliser la détention du token. Donc forcément, si tu distribues, ton token à, 100 000 personnes, c'est-à-dire ton token est détenu par plus de monde. Après, ça s'oppose avec la réalité dont tu parles, donc les civils, les personnes qui ont plein de wallets, et en fait, c'est la même personne, les mêmes entités. Le fait que c'est souvent des. Alors, de moins en moins, là, on voit des airdrops où c'est 30 ou 40 ou 50% de la supply, mais à l'époque, effectivement, tu as raison, c'était des allocations qui étaient peut-être 5 ou 10% de la supply. Donc, en fait, ça décentralise. Voilà, c'est juste du marketing en vérité. Voilà, je te laisse, je te Non, reviens non, la parole. mais merci pour la définition, ouais, c'est ça. Bah, du coup, en marketing, un airdrop, c'est un bon outil pour décentraliser. En pratique, on se rend compte que c'est rarement le cas. En réel, en officiel pour les projets, un airdrop, c'est surtout un moyen d'attirer des utilisateurs. Donc c'est de user acquisition. Derrière, ça ne sert à rien. Un airdrop n'a aucun effet sur
la rétention des utilisateurs. En gros, un airdrop, ça va t'attirer de la liquidité des utilisateurs, ça va t'attirer des gens qui potentiellement veulent farmer. Et la théorie, c'est que si tu as un bon produit, tes utilisateurs, ils vont rester. Malheureusement, il y a du coup de plus en plus de protocoles qui se servent juste de l'airdrop pour attirer des gens alors qu'ils ont un produit de merde. Donc forcément, les utilisateurs qui viennent farmer, ils jettent tout et ils utilisent plus jamais le truc. Donc on a eu vraiment un phénomène de protocoles fantômes qui lancent un airdrop, qui ont plein d'utilisateurs et qui après l'airdrop, il n'y a plus personne. Donc Ouais. ça, c'était vraiment le résumé de tout mon farming de 2024 quasiment, à 90%. Là, par exemple, en Euh, ce moment, on a un airdrop. Alors, je précise à celles et ceux qui nous écoutent, je ne farme aucun airdrop. Et donc, tout ce dont je vais vous parler, c'est juste que je vois passer, mais c'est en aucun cas voilà, quelque chose que soit je fais, soit que j'ai envie de mettre en avant. Voilà, juste, je le précise. Là, en ce moment, il y a une campagne de farming, testing, bêta testing de la plateforme Soul, que tu connais peut-être. Bien sûr. Et là, l'idée, c'est il y a un airdrop, en tout cas, il y aura des récompenses pour ceux qui viennent sur le testnet remplir un certain nombre de quêtes pour voilà, tester, éprouver le protocole. Donc, c'est une couche de liquidité, un agrégateur de liquidité de lending borrowing. Mais bon, ça, après, c'est allez vous renseigner si ça vous intéresse. Et donc là, pour le coup, clairement, le airdrop, donc la récompense de ces bêta-testeurs, entre guillemets, là, il est clairement orienté. Évidemment, on fait venir du monde, on fait de la pub, mais surtout, on éprouve le protocole, en tout cas sur le testnet, avec des dizaines de milliers d'utilisateurs, des millions de transactions, et ça permet, là, pour le coup, en tout cas, c'est le sentiment que j'en ai, de faire des remontées massives que tu pourrais pas faire en laboratoire, parce que l'avantage des airdrops, c'est que tu as des personnes qui viennent du monde entier, tu as un nombre de transactions que c'est très compliqué de simuler parce qu'elles viennent de partout, etc. Et donc, dans ce cadre-là, l'airdrop, c'est plus tu payes une campagne de testing, par exemple. Tu sais, c'est comme tu sors un nouveau gâteau, tu vas faire venir dans une salle des gens qui vont venir le goûter, qui vont dire ouais, il est pas mal, oh, il est un peu sucré. Et à la fin, tu leur files à chacun une boîte de gâteau et 50 balles, tu vois. Donc, Ouais, il y a complètement. aussi ça, mais ça, c'est complètement minoritaire de ce que tu nous dis. Non, 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 c'est réel, c'est du user acquisition d'une façon ou d'une autre, et du coup, tu te sers des retours pour améliorer ton produit, sachant que pour moi, un projet crypto doit constamment chercher à s'améliorer. Mais globalement, on est d'accord, c'est que tu lances une campagne d'airdrop, ça t'attire des utilisateurs. Derrière, ça garantit en rien le fait qu'ils vont rester après l'airdrop. C'est dans ton exemple du gâteau, si le gâteau il est bon, tu le rachètes. Si le gâteau il est pas ouf, bah tu prends ton billet, tu prends ton 50 balles, le gâteau, tu t'en rachètes plus jamais et l'entreprise elle fait faillite. Donc du coup, il y a cet aspect user acquisition. Et malheureusement, moi, là où mon point de vue a beaucoup évolué, je pense que j'étais beaucoup trop naïf et beaucoup trop novice l'année dernière. Je me rends compte qu'en fait, aujourd'hui, un airdrop dans 95% des projets crypto, c'est pas le cas pour tous évidemment, hein, mais genre vraiment la quasi systématique, de façon quasi systématique, pour les projets crypto, un airdrop, c'est juste une façon de justifier de l'émission d'un token pour un projet qui n'a pas du tout besoin d'un token, qui a juste eu beaucoup d'investisseurs et des investisseurs qui cherchent à faire un retour sur investissement et qui sont donc du coup récompensés pour leur investissement sous forme d'émission de tokens, qui crée une énorme pression vendeuse du coup sur le token au moment de son émission. Certes, les investisseurs sont bloqués, peuvent pas vendre pendant plusieurs mois, mais ils ont toujours des moyens de se débarrasser de leurs tokens, soit via des ventes OTC ou soit via en prenant des positions short sur le marché. Donc globalement, moi, l'année dernière, je farmais tout et rien parce que j'avais aucun historique, j'avais pas de recul, j'avais pas d'expérience. J'étais juste un passionné de DeFi et un passionné de tech. Donc dès que je voyais des choses qui m'intéressaient, dès que je voyais des protocoles sympas avec des belles promesses, j'allais voir ce qui se passait, j'allais voir est-ce que potentiellement ils avaient levé des fonds. Donc s'ils lèvent des fonds, c'est qu'ils vont très certainement émettre un token derrière, ce qui veut dire airdrop. Il s'avère qu'en fait, ça a été une perte de temps dans la majorité des cas. Heureusement, c'est ce que je disais en intro. Heureusement, une fois de temps en temps, tu as un très bon airdrop qui vient tout rééquilibrer. Du coup, c'est important de se diversifier et c'est important d'avoir du recul et de l'expérience pour détecter immédiatement tous les trucs qui valent pas le coup. Aujourd'hui, je les détecte, les projets de merde. À l'époque, j'étais incapable de les voir, donc je farmais tout. Et ça m'a permis de farmer le meilleur airdrop de l'année dernière, hein, je pense qu'on en reparlera. Et On du en coup, reparlera. tu levais juste un dernier point sur la partie infra aussi.
Il y Mais a un alors, cas de figure, juste ouais. avant, garde ton idée, parce que là, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire en parlant d'histoire. Tu disais, j'étais un peu naïf et qu'en fait, le airdrop, c'est juste une manière de justifier l'émission d'un token. Si on fait un peu d'histoire et qu'on revient à la phase des ICO, pour moi, c'était même encore pire parce que là, c'était pas juste on justifie l'émission d'un token. Donc, l'émission du token dans ton analyse est une fin. Là, le token, c'était un moyen de lever des fonds de façon non dilutive. Il n'y avait pas besoin de token, il fallait lever des fonds. Et donc, je ne voulais pas diluer en vendant de l'equity. Surtout, les gens n'étaient pas prêts à investir dans les actions de ma boîte parce que dans la finance traditionnelle, mon projet ne valait rien. Et donc, j'ai créé un peu de l'argent magique, un peu comme la BCE. Et puis, j'imprime. Et puis après, on verra, puisque c'est baqué sur pas grand-chose, ça finira à la cave. Mais entre-temps, j'ai levé des fonds. Donc ça, c'était la méta, entre guillemets, de 2017 à 2020, 2016 jusqu'à 2020 avec les ICO. Alors, entre-temps, il y a eu un petit retour, mais bon, aujourd'hui, c'est enfin, c'est différent. Alors qu'aujourd'hui, tu payes les gens, alors qu'à l'époque, c'est les gens qui payaient. Tu vois. Donc, il y a quand même, j'ai l'impression, une inversion quand même des valeurs. Et donc, ça, c'est plutôt sain. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, en théorie. En théorie, oui. En théorie, c'est toujours bien de remettre un peu l'utilisateur au centre. Et c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais la base d'un airdrop, c'est de récompenser les utilisateurs. Donc ça, c'est évidemment très positif en théorie. En pratique, en fait, il y a eu beaucoup trop de projets qui se sont servis juste d'un airdrop comme un coup marketing, alors qu'ils avaient rien d'intéressant. Il y a eu beaucoup trop d'airdrops et des projets qui n'avaient pas besoin de tokens, qui ont lancé des tokens sans raison. Et donc une très grosse perte de temps quand tu es full time dessus et que tu fais que ça, quoi. C'est ça, c'est surtout ça que je déplore. Ouais, je vois. Après, voilà, comme je dis, encore une fois, s'il faut choisir entre la peste et le choléra, à l'époque, encore une fois, les tokens qui étaient lancés pour les ICO n'avaient pas plus d'utilité que ceux qui sont Complètement. lancés sous forme de drop. La différence, c'est qu'à l'époque des ICO, tu devais payer en espérant un gain futur avec tout le marketing, etc. Tu avais même des KOL qui étaient prêts à payer pour chill un token parce qu'ils savaient qu'ils allaient pouvoir le revendre très cher sur leur communauté. Dans le airdrop, le rapport de force est inversé, puisque là, tu n'es pas obligé de payer pour potentiellement avoir une opportunité financière. Il te suffit juste, entre guillemets, voilà, passer du temps sur le Mmh. protocole et à la fin, voilà. Donc, en ça, C'est c'est clair. là où je me dis, tu vois, j'essaye de voir le verre à moitié plein, mais parce que les utilisateurs sont plus prêts, j'imagine, aujourd'hui, à acheter du token en disant, voilà, on verra plus tard. D'ailleurs, on voit, hein, les launchpads, c'est de plus en plus compliqué. Les ICO, il y en a de Ouais. moins en moins. Et voilà. C'était Non, mais juste. tu complètement raison, c'est un très bon point et après le marché crypto a quand même beaucoup changé et les utilisateurs n'achètent plus des tokens de protocole comme ça sans raison, sauf s'il y a une narrative de revenu sharing et cetera. Mais tu vois, à l'époque, c'est mon ressenti, j'étais pas dans le marché à ce moment-là, mais j'ai l'impression qu'en 2021, tu un peu n'importe quoi sur une bonne narrative, tu faisais des profits, tu vois? C'est quand tu regardes les charts, tu as quand même beaucoup de gros ICO qui ont très bien performé. Aujourd'hui, la quasi-majorité des airdrops, c'est lancement, listing Binance et ça dump. Et du coup, enfin, en fait, tu plus envie. Ça se voit aussi beaucoup sur les valorisations des lancements des projets. Quand tu vois Starknet qui a un layer 2 qui a été lancé, qui a atteint, 20 000 000 de valo assez rapidement en FDV de mémoire. Faut regarder les chiffres, mais il me semble que c'est quelque chose comme ça. Alors qu'aujourd'hui, on a des très gros layer 1 qui sont lancés, qui ont galéré à atteindre 5-10 milliards et qui font que dump derrière parce qu'en fait, le marché se rend compte que, il y a pas que c'est des trucs qui sont trop survalorisés, qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus de hype maintenant et beaucoup plus de pression acheteuse. En fait, aujourd'hui, plus personne veut acheter ces trucs-là et on se rend compte, on se retrouve avec des airdrops qui valent, de moins en moins, des lancements qui sont de plus en plus décevants et du coup, c'est un cercle vicieux et il y a tout le monde qui vend au listing et cetera, tu Hmm, vois? ouais. Et je reviens sur ce que je voulais dire tout à l'heure pour finir, c'était le point, c'était la question que tu me posais. Effectivement, il y a des airdrops, il y a certains projets qui ont réellement besoin de tokens. Tu prends un lancement de layer 1, donc les layer 1, ça peut être, Ethereum, Solana, Aptos Sui. On a eu des gros lancements de layer 1 ces derniers mois. On a eu Berachain, Movement, Story Protocol qui sont du coup 3 gros layer 1 qui étaient plutôt attendus, dans l'écosystème crypto.
Étant donné sur un layer 1, tu as besoin d'avoir un token de gaz. Tu as besoin de payer tes gaz dans un token. Tu vas sur Solana, tu payes ton gaz en Solana. Tu vas sur Berachain, tu payes ton gaz en Berachain. Donc le protocole a besoin d'émettre un token le moment de son lancement. Dans ce cas-là, ça fait du sens de faire un airdrop directement. Tu prends un layer 2 maintenant, tu prends zkSync, Starknet, Scroll et tous les futurs layer 2 qui arrivent et tous les layer 2 de merde qu'on a eu l'année dernière. Ils payent leur gaz en Ethereum, ils ont pas besoin de token. Leur token, c'est soi-disant de la gouvernance, mais ça n'a aucun sens parce que la majorité est par les équipes, les budgets marketing, les market makers, les exchanges centralisés. Donc la partie gouvernance n'a aucun intérêt. Et du coup, personne veut ces trucs-là, quoi. C'est aussi sur la partie infra, la question que tu posais tout à l'heure. Non, non, mais complètement. Alors, si on revient justement sur l'historique un petit peu de ton parcours, donc je te redonne la parole. Que là, tu nous racontes un petit peu voilà, Ouais. les bons moments, ce qui t'a chauffé, et après cette petite traversée du désert que moi, j'ai ressenti, mais d'un point de vue très extérieur. Est-ce que toi aussi, tu l'as ressenti? Et après, ça va nous amener évidemment à Hyperliquid fin d'année dernière. Voilà, je te Ouais, bah laisse un peu nous justement. raconter. Donc tu as complètement raison. Il y a eu un vrai gap entre, à peu près Q2 2024 et Q3, Q4. C'est ce que je disais, c'est qu'en gros, il y a plein de gens qui farment. Il y a plein de gens qui farmaient, Starknet, puis à la même époque d'autres protocoles, zkSync, Layer 0 et cetera. Les airdrops tombent, les gens sont déçus et s'en vont et arrêtent. Et donc c'était à peu près voilà, c'était en été l'année dernière. Il y avait vraiment plus personne qui farmait. Moi, j'étais toujours sur X, je faisais toujours mes posts, un post tous les jours, un post tous les 2 jours. Je faisais mes posts, j'allais farmer à la fois plein de trucs de merde, tout ce que je voyais et à la fois du coup, plein de trucs, vraiment très intéressants. Je m'intéressais à plein de nouveaux écosystèmes. Je faisais beaucoup de volume de trading sur Hyperliquid, qui était déjà à l'époque, une de mes plus grosses convictions. Et il s'avère qu'en fait, bah, farmer dans les moments où il y a personne, c'est comme ça que tu te donnes un avantage compétitif par rapport au reste des utilisateurs et que tu peux te retrouver à avoir une très, très bonne surprise. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup d'airdrops qui ont été très décevants, beaucoup d'airdrops qui encore pire, n'ont pas eu lieu, voire ont été reportés de plusieurs mois. Je pense que les conditions de marché ont pas aidé parce que les protocoles attendaient un bull run pour lancer à des grosses valorisations. Ils voient que le marché pue la merde, que vers le Q3 2024, ils ont pas envie de lancer, ils reportent leur lancement. Du coup, On ils perdent rappelle leur traction. On Voilà, rappelle à très l'époque dur, tu le vois? contexte un peu politique, hein. En mois de juillet, on a Trump qui est à Nashville et qui dit qu'il va créer une réserve stratégique en Bitcoin. Et là, à ce moment-là, on a une attente très importante sur le marché crypto, mais qui finalement va profiter qu'à Bitcoin. Et d'ailleurs, ça va être le cas à peu près jusqu'il y a quelques jours, j'ai le sentiment, mais on y reviendra. Ouais, Mais effectivement, tout ce qui est alt, tout ce qui n'est pas Bitcoin va soit sous-performer, soit au contraire même va s'éclater justement aux ouais, alentours de la fin de vraiment. l'année. Et donc, tu as une période de creux. Et ça tu le vois toute la campagne de Donald Trump. Et ensuite, s'il est élu, et là, à ce moment-là, bah, sell the news. Hein, là, à ce moment-là, voilà, tout va s'éclater. Mais c'est lié un peu. Quand tu dis que tout le monde s'attend à un bull run, c'est parce que tout est réuni. On a eu le halving, on a la première puissance mondiale Ouais, les qui dit qu'il va. ETF et tout, tu vois? Ouais. Ouais, les ETF, c'était peut-être encore un peu plus tôt, c'était plutôt début d'année dernière avec ETF Bitcoin qui avait fait pump le truc. ETH, l'ETF avait été un peu décevant. Bah Euh, ouais, très décevant, ouais. mais effectivement, tout était réuni pour que le market cap global hein, C'est finalement ça. explose. Et en Oui, fait, bah, on regarde évidemment tous, l'historique, tu vois? On regarde tous, Bitcoin qui a des phases de hausse, puis Ethereum qui surperforme tout. Donc, beaucoup, beaucoup d'utilisateurs se font avoir à acheter des Ethers, à favoriser des Ethers en pensant que c'est un safe play, voire à convertir des Bitcoins en Ethers et même moi je l'ai fait un peu malheureusement. Non, non, le marché du coup a été, vachement enfin, compliqué, je sais pas si c'est toujours le cas, j'ai pas le recul, mais en tout cas a été, très différent des attentes de beaucoup, beaucoup d'utilisateurs. Je pense que c'est très, très dur d'avoir fait de l'argent en 2024, sauf si tu étais très fortement exposé à Bitcoin. OK, dans ce cas-là, évidemment, tu es bien. Si tu as surfé les quelques tokens qui ont très bien marché, certains autour de l'IA, super. Je pense que si tu es dans les mêmes coins, moi je connais beaucoup de gens qui ont fait beaucoup d'argent sur les mêmes coins
et qui ont fini par tout perdre derrière parce que c'était impossible de comprendre qu'on était à la fin de la tendance. Un peu pareil sur les agents IA fin d'année. Du coup, voilà, genre marché très, très difficile à lire. Beaucoup de traders très talentueux qui arrivent pas forcément à faire d'argent et vient la fin d'année, on a eu, 1 bon mois et demi de marché haussier autour de Trump, hein, comme tu l'as dit et c'est à ce moment-là qu'en plus, Hyperliquid a fait son airdrop, qui est du coup le plus gros airdrop de tous les temps, avec, plus de 10 milliards de dollars distribués, au moment de l'ATH et d'ailleurs on est à des très hautes valos aujourd'hui. Hyperliquid, la distinction de beaucoup d'autres protocoles, c'est qu'ils ont distribué 30 de la supply, ce qui est énorme. C'est vraiment, un peu plus de 30 de la supply, c'est vraiment, vraiment beaucoup. Les standards du marché, vraiment, c'est entre 5 et 15, généralement 10-12. Donc là, c'est très gros airdrop et en plus, pas de VC, donc pas de pression vendeuse. Pas de listing sur les exchanges centralisés, donc pas de market maker et du coup potentiellement beaucoup de spéculation sur le fait que si listing il doit y avoir un jour, les exchanges vont devoir acheter le token parce qu'Hyperliquid refuse d'en offrir, gratuitement aux exchanges pour leur listing. Ils en ont rien à foutre, ils font leur aventure Bah, il faut et préciser, on que a normalement, quand tu veux te faire lister, je sais pas, prenons l'exemple du plus gros de Binance, tu dois payer des frais de listing qui se chiffrent ouais en général en millions. En plus de ça, tu dois apporter de la liquidité. Là aussi, c'est du million de tokens. Et en plus de ça, tu dois acheter du et oui, BNB, là aussi en millions. Alors, ce BNB, en revanche, si tu es il est bloqué, ouais. tu le rends. Voilà. Mais en tout cas, tu dois quand même en détenir. Voilà. Donc tout ça fait des conditions qui sont très compliquées. Et quand le token est en position de force, comme l'est visiblement Hype, bah, il peut dire bah non, en fait, je ne vais pas céder à cette mafia des échanges. Et ça, je crois que la communauté aime beaucoup ce Exactement et du coup, il y a eu toute la narrative anti-VC qu'on a eu sur les meme coins et qui a fait complètement, exploser le marché de façon complètement délirante sur les meme coins, hein, avec des valorisations à plusieurs milliards pour des trucs qui sont montés, descendus aussi vite. Et ben, en fait, on l'a retrouvé sur Hyperliquid qui est un token fantastique, qui est moi le token qui m'intéresse le plus en ce moment. Et bah, forcément, le truc a pris beaucoup de valeur. Il y a beaucoup de gens qui ont eu un très, très gros airdrop et Hyperliquid a rendu beaucoup de gens très riches et ça, c'est le meilleur marketing. Et du coup, ça revient à la question que tu me posais tout à l'heure et à la discussion. Hyperliquid, c'est le meilleur exemple, de si tu as un bon produit, ton airdrop te permet d'avoir beaucoup d'utilisateurs qui restent. Contrairement à, j'avais des bonnes convictions sur Berachain et Story Protocol, qui sont des gros layer 1 qui ont fait un airdrop, qui avaient fait un très bon travail de construction de communauté avant le lancement. Bah, la communauté avant le lancement, finalement, on se rend compte aujourd'hui que, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est ce qui se passe après le lancement de ta chain et de ton produit et si tu as pas d'utilisateurs sur la chain mainnet, bah, ton token, il monte pas parce que ça intéresse personne. Donc Hyperliquid, ils ont juste fait un excellent produit ce qui leur a permis de générer énormément de revenus. Grâce à ces revenus, ils ont fait un très, très gros airdrop. Grâce aux revenus, ils continuent de racheter leurs tokens continuellement. Il y a quasiment 2 millions de pressions acheteuses par jour et c'est tout ça qui fait que grâce à leurs produits, au fait qu'ils aient pas levé d'argent, qu'ils aient pas d'investisseurs, qu'ils aient rendu leurs utilisateurs riches, qu'ils ont réussi à exécuter le meilleur airdrop de tous les temps. En parallèle, ils ont encore un pourcentage de la supply, un très gros pourcentage, plus de 40 à distribuer aux utilisateurs. Donc il y a beaucoup de gens qui spéculent sur un autre airdrop, mais pour le coup, les stats sont folles et donc moi, c'est ça qui a clôturé mon année 2024 en vrai succès. C'est grâce à l'airdrop d'Hyperliquid sur lequel je me suis beaucoup exposé. D'ailleurs, c'est marrant parce que je retrouve mes posts de, mi-2024 où je suis là, j'explique que je farm, mes points, que en théorie, voilà, avec les valeurs en pré-market, ça devrait représenter tant par semaine, machin. En fait, ils ont tout explosé. Il y a personne qui s'attendait à une croissance aussi forte du token et ça, c'est de super bon signe pour l'avenir et c'est très bon signe pour, l'avenir des airdrops. Ça veut dire que c'est possible d'exécuter un très bon airdrop. En pratique, il y a très peu de projets qui exécutent un très bon airdrop parce que c'est tout le temps les mêmes mécanismes de, mauvaise répartition des tokens, trop peu à la communauté, trop à Binance, trop aux exchanges centralisés, beaucoup trop
à la team et aux investisseurs et surtout plein de tokens qui servent à rien, donc personne qui achète et des protocoles qui génèrent pas d'argent. Donc les airdrops changent beaucoup, beaucoup. Tu ne peux plus farmer comme on farmait en 2022, début 2023, Uniswap, Arbitrum, ce n'est plus possible. Ces airdrops-là, ils n'existent plus. Maintenant, il y a d'autres mécanismes, il y a d'autres fonctionnements, il y a d'autres trucs à comprendre pour s'exposer, au mieux, mais du coup, il y a toujours des opportunités et Hyperliquid nous a montré que c'était quand même possible d'exécuter un très bon airdrop et que parfois, bah, il faut s'exposer à plein de trucs et potentiellement un jour tu te prends un très bon billet et c'est ça la conclusion et c'est pour ça qu'avec Owen aussi on a lancé ce format de farming parce que peut-être qu'un jour on se positionnera sur un super airdrop et c'est tout ce qu'on espère. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très bien. Ouais, j'ai dû changer un peu mon mon setup, j'ai des travaux là au-dessus, ça me saoule. Merci en tout cas, hein, pour, Ouais, avec plaisir. ces précisions, c'est hyper intéressant. Alors je précise pour celles et ceux qui nous mettent des questions dans les commentaires, vous inquiétez pas, en fait, je garde 15 minutes à la fin pour toutes les poser. Voilà, donc je vous lis, mais c'est juste que je veux pas, déstructurer un petit peu, voilà, la ce qu'on est en train de se dire en coupant, avec un truc qui est pas forcément dans la logique, mais vous inquiétez pas, je les poserai en fin d'émission, enfin en fin d'interview. Parce que je rappelle, à 11h30, restez avec nous, hein, on recevra Jonathan Solomon qui viendra nous faire sa chronique Tradfi Crypto pour un petit peu tout comprendre sur ce qui se passe justement dans l'actualité des marchés financiers et crypto. Donc, ok, ouais, donc Hyperliquid, alors on en a parlé dans l'émission à plusieurs reprises avec Lilian, avec Joestar, etc. On a parlé du VM, on a parlé aussi du produit. Alors, il faut rappeler quand même, hein, et ça, les gens peut-être l'oublient, mais en fait, leur programme de points, leur programme de farming, en fait, il a été lancé en novembre 2023. Donc, en fait, Exact, en ouais. gros, à peu près un an avant le airdrop, eh bien, on savait qu'il lançait un système d'incentive où en utilisant le protocole, on gagnerait des points. Et bon, après, on n'est pas dupe, on savait très bien que ces points allaient être convertis en Et ça, crypto. c'est Donc, génial en d'ailleurs, fait, parce qu'il y a plein de gens qui pensaient que points, ça n'avait aucun intérêt, que les airdrops des points, c'était nul. Et bah, le meilleur airdrop de tous les temps avait un système à points, comme quoi, en fait, c'est qu'une histoire d'exécution derrière. oui, en fait, le système de points, il n'est pas nouveau. Je veux dire, moi, à l'époque, je me rappelle, on faisait des campagnes Zilli, il y a des points. Puis après, tu convertis en token ou en dollars, ça, on s'en fout. Le point, ça te permet juste de ne pas donner tout de suite la valeur de ce que tu donnes. Ça te permet d'avoir un ratio. Mais en tout cas, voilà. Et donc, effectivement, ouais. Donc, j'imagine que toi, qui passes une petite session un petit peu à vide pendant quelques mois, où tu es un peu tout seul, où j'imagine peut-être ton engagement diminue aussi un petit peu, etc. Mais toi, tu gardes des convictions fortes, tu farmes plein de choses, et puis finalement, bah, c'est Hyperliquid qui va te récompenser de tout ça. Tu saurais nous dire une fourchette à peu près, toi, voilà, tu disais que vous n'étiez pas beaucoup, toi, tu faisais ça temps plein. Quand tu as un bon coup, c'est qu'un airdrop de quel montant? C'est en dizaines de milliers, en centaines de milliers? Pour celles et ceux qui nous écoutent, je pense que ce n'est pas très clair, puisqu'on voit des captures d'écran d'airdrop qui sont pour la plupart fake. C'est quoi la réalité d'un bon airdrop sur Hyperliquid pour un mec qui fait ça à temps plein, par exemple? Bah, Hyperliquid, vraiment, c'était une anomalie. Moi, mes convictions perso, c'est qu'on verra jamais un airdrop aussi gros pour l'utilisateur moyen. Je pense que l'airdrop 2 d'Hyperliquid, moi, je pense qu'il y aura un airdrop 2. A priori, ils ont encore plus de 40% de la supply à distribuer, sera plus gros en valorisation totale distribuée, mais étant donné qu'il y a beaucoup plus d'utilisateurs, forcément, je pense que par utilisateur, ce sera pas ce sera plus difficile. Moi, j'ai farmé sur plusieurs wallets. Il y a des wallets il y a un wallet sur lequel j'ai vraiment fait très peu d'efforts. J'ai fait une ou 2 transactions, je crois, genre j'ai dû faire 3 ou 4 trades, je pense, vraiment le minimum, un tout petit peu de volume et j'ai dû prendre, peut-être 15 ou 20 000 $ sur ce wallet seul. Enfin, c'est terrifiant, quoi. Tous les gens à qui je parle qui ont farmé de façon correcte, qui ont fait un peu le boulot, sans forcément y aller à fond, ont tous pris, 6 chiffres d'airdrop, sur Hyperliquid. Donc c'est vraiment des montants qui sont complètement fous, et encore une fois, hein, je pense que c'est une anomalie, mais ça montre aussi que, bah, parfois tu as des bonnes surprises. Il y a souvent des déceptions, mais quand tu te crées des opportunités, parfois, un jour, tu peux avoir une très bonne surprise. Et l'intérêt des airdrops, contrairement au trading, à l'achat spot de meme coin, etc., c'est que
globalement, tu as un risque en capital qui est relativement modéré. Tu crames des frais, tu fais des transactions, tu perds du temps, mais tu as généralement un retour sur investissement, parfois très nul, hein, parfois très décevant. Mais tu mets pas, un billet sur un truc qui va à zéro. Tu vois? Tu ressors généralement quelque chose et donc ça, c'est quand Mmh. même un très bon avantage pour les gens qui ont pas beaucoup de capital. Bien sûr. Imagine, tu commences la crypto avec, 2 000 balles. OK, tu peux acheter du bitcoin, tu changeras jamais ta vie en achetant du bitcoin avec 2 000 balles, tu vois? Ça te fait de l'argent, ça te fait une plus-value, c'est génial. Mais pour quelqu'un qui a vraiment, vraiment envie de bosser, les airdrops, c'est quand même un outil vraiment cool, vraiment génial et l'objectif, du coup, c'est de trouver un avantage compétitif. C'est comme ça que ça marche. Ouais, je vois et effectivement, c'est pour ça, je pense que ça attire, beaucoup de monde, parce que, le ratio, finalement, coût-avantage, il est ultra bénéfique. Maintenant, concernant Hyperliquid, il y a quand même un je suis obligé de te poser la question. Tu me parles de airdrop, en montant à 6 chiffres. Entre-temps, le token, en plus, si tu l'as gardé, bah oui, il a pris une valeur, très importante. Aujourd'hui, il est, voilà, il est pas mal, quoi. Malgré le hack qu'il y a eu il y a quelques semaines, il est très, très bien remonté. Il a bien rebondi. Ouais. Et il y a en début d'émission, tu me dis: «Je vis comme un clochard». Ça nous amène à une question. Non, mais ça nous amène à une question. C'est-à-dire que, quand tu travailles bien, tu peux choper des sommes importantes. La question, c'est que derrière du budget management. Qu'est-ce que je fais de mon argent? Est-ce que je garde? Est-ce que je vends? Est-ce que je Ouais. réinvestis tout? C'est quoi ta stratégie de sortie, dans les airdrops? Et je pense que ça, c'est au moins aussi important que la stratégie de farming. C'est trop, trop intéressant. Je suis très content de parler de ça. Moi, j'ai fait une, très, très grosse erreur en 2024. Étant donné que, comme je t'ai dit, j'étais débutant, je connaissais rien, je me suis basé sur l'historique. L'historique étant notamment 2021. Moi, mon hypothèse étant qu'on allait avoir un bull run un peu similaire, à 2017-2021, cette année et du coup, sur la montée en 2024. J'ai pris la décision et je l'affichais très fièrement en 2024 que j'allais hold tous mes airdrops. J'ai donc décidé de hold tous mes airdrops en pensant de un que potentiellement il y en a un qui allait super bien performer, comme on avait pu avoir en 2021 avec plein de tokens de protocole qui montent, très vite, très fort, tu vois? Je me rappelle Uniswap, par exemple, hein. Bah On ouais, voilà, avait tu vois? des ouais, c'est vraiment Exactement. l'exemple typique de ceux qui l'ont gardé, et à Voilà. un moment donné, ils s'étaient retrouvés avec des sommes, mais mirobolantes, tu vois? Donc À et ce ils moment-là, charriaient ceux qui avaient vendu, ouais. voilà, à ce moment-là, en 2024, la décision logique, c'était de hold les tokens, de un, pour moi en tout cas. De 2, j'avais une hypothèse qui s'est avérée être, fausse, mais pour le coup, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Moi, ça me paraissait logique que, en tant que protocole crypto qui veut émettre un token, tu regardes on-chain les les comportements des utilisateurs sur d'autres airdrops. Je te dis un exemple concret, tu es zkSync, tu veux faire ton airdrop, bah, tu vas regarder l'airdrop Starknet, voir qui a hold et celui qui a hold ses tokens, qui n'a pas vendu, tu lui mets un bonus. Moi, c'était mon hypothèse. C'était de me dire que ton comportement on-chain, ton activité on-chain allait potentiellement définir un peu, ton identité de, Mmh. est-ce que tu vends tes airdrops ou pas? Et je Mais ça pensais d'ailleurs, que voilà, je ça, ce m'attendais que tu à, dis là recevoir plus. ce que tu dis là, excuse-moi de t'interrompre, mais ce que tu dis là a été l'objet de pas mal de projets start-up que j'ai, côtoyés, qui m'ont pitché leur truc où justement avec, l'IA notamment, mais pas seulement, eh bien, ils parvenaient à définir un avatar, un profil d'utilisateur par rapport à ton activité on-chain et demain, ils avaient vocation à vendre ces données, anonymisées mais, agrégées, à des protocoles, etc., pour qu'ils puissent davantage cibler justement les bénéficiaires de leur airdrop. La réalité, visiblement, de ce que tu nous dis, c'est que pour l'instant, ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est quasiment jamais fait et pour le coup, bah, c'est pour ça que j'ai été autant déçu de la majorité des airdrops, hein. C'est que en fait, tout le monde s'en fout de est-ce que tu hold ou pas tes tokens. Moi, la réalité, c'est que j'ai perdu beaucoup, beaucoup trop d'argent à ne pas vendre. C'était une vraie erreur de ma part et pour le coup, c'est une erreur d'idéaliste, un peu novice. Il s'avère que ça a payé pour moi à la fin d'année parce que je n'ai du coup
pas vendu mon airdrop Hyperliquid, montait beaucoup trop, beaucoup de très loin de l'écosystème qui s'avait bien suivi, connaissait bien les On a un petit problème valorisations de marché connexion, ont Pasteur. vendu au lancement. Ouais, tu Tu m'entends? m'entends? Ouais, C'est bon là? on a eu un petit problème OK, OK. de C'est connexion. chez Là, moi, ça ça doit va être chez beaucoup moi. mieux. Heu, Ouais, je disais, il y a donc plein tu de gens disais, intelligents qui qu'en fin ont d'année, ça a été ouais, attends, voilà, il y a un petit j'ai lag. Non, juste pour être sûr ouais, que dis-moi. tout le monde ait bien entendu ce que tu as dit, je reviens à là où ça a coupé. C'est quand tu disais, ça a payé, sur Hyperliquid parce qu'effectivement le token, lui, a pris de la valeur. Voilà, c'est ça et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de gens intelligents à l'époque qui avaient vendu leur airdrop, le token est sorti à 2 et qui avaient vendu à 4, 5, 6, 8, 10 et en fait, sous quelques jours, il est monté à 35. Donc sur un prix de lancement à 2 tu passes à 35, ça fait un très, très gros multiple et les gens qui vendent forcément s'en mordent les doigts, tu vois? Donc il s'avère que ma stratégie de pas vendre les airdrops en 2024 a fini par payer grâce à Hyperliquid, mais sur tout le reste, je crois sur littéralement tout le reste, tous les autres airdrops que j'ai claim, dans l'année et j'en ai claim quand même vraiment beaucoup, bah, j'ai perdu et j'ai un très, très gros manque à gagner en fait sur la majorité. Je te donne un exemple, l'airdrop Wormhole j'ai reçu, quasiment 20 000 de tokens. Je les ai vendus il y a pas longtemps, ça vaut même pas 1000 balles. Donc ça fait mal. zkSync pareil. zkSync, je crois que j'avais reçu 40 000 et quelques en valeur, autour du lancement. Je sais plus quand est-ce que peut-être après quelques heures, mais de mémoire au lancement, c'était à peu près ça. Bah, le token, je crois que ça vaut, j'ai dû vendre ça pour quelques milliers de dollars. Donc ça reste des airdrops profitables. Mais quand tu passes de 40 000 à 8 000, ça fait chier d'avoir gardé une position un peu sans raison, juste par idéologie, en se disant que ça finira par payer un jour et en fait ça paye pas. Donc c'est la Donc vie. là, Et d'ailleurs, maintenant, c'est quoi eh, ta stratégie maintenant? maintenant je vends quasiment systématiquement, sauf pour les quelques protocoles que vraiment j'aime bien, pour lesquels je pense qu'il y a un vrai intérêt et un vrai business, qui plaît à des gens, un vrai product market fit qui génère des revenus et cetera. Je te donne le en date, le dernier airdrop que je n'ai pas vendu, c'était Kaito. Donc Kaito, hein, je pense que tu vois comment Ouais, ça marche. ouais. Moi non plus, j'ai Ah pas vendu. Je et garde. J'ai bah, 100 mais je les non, garde. mais voilà, je pense qu'il y a un vrai intérêt, à hold. J'ai expliqué ma thèse, plusieurs fois sur les réseaux, hein. Je maintiens que je pense que c'est une bonne stratégie, mais à part ça, je vends tout. Je vends tout et en fait, c'est con, mais parce que tous les tokens dump, c'est le réflexe de littéralement tout le monde maintenant de vendre. Les tokens, ils sortent à des valos qui sont assez faibles et en fait, si tu vends pas, tu perds de l'argent, donc c'est dommage et moi, ça me fait chier. Moi, j'aimerais bien hold, mes tokens et que les protocoles me récompensent sur le fait que j'ai hold en me redonnant des tokens plus tard. Je ne comprends pas pourquoi les protocoles le font pas, mais tant qu'il y a pas un bon protocole qui met en place un système comme ça, les choses changeront pas. Donc voilà, moi je suis très ouvert et le jour où je me rends compte qu'il y a un avantage à hold des tokens, je le ferai avec grand plaisir. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il faut vendre. Il faut vendre, il faut prendre ses profits. Et d'ailleurs, ça me dégoûte beaucoup et je farm beaucoup moins qu'avant parce que j'ai du mal à trouver d'intérêt dans des nouveaux trucs et je me rends compte qu'en fait, c'est toujours le même mécanisme, c'est toujours le même système, c'est toujours émission de tokens. Si tu l'achètes, tu te fais baiser. Si tu hold, tu te fais baiser. Donc en fait, il faut vendre et passer à la suite. Et c'est pas la vision idéale que j'ai de la crypto. C'est aussi pour ça que mes positions aujourd'hui sont concentrées essentiellement sur Hyperliquid et Bitcoin. Je me rends compte qu'en fait, mes plus grosses convictions, malheureusement, ça devient, très centré sur 2 tokens, mais c'est la réalité du marché en mon sens et du coup, on est un peu obligé de s'adapter donc Mmh. j'aimerais que les choses soient différentes mais on verra et j'espère OK. qu'on aura quand même un gros, des grosses hausses sur certains alts et notamment Ethereum, hein. J'espère y croire encore un peu. Alors, je précise bien sûr, hein, je répète, évidemment pour celles et ceux qui nous écoutent, hein, voilà, les propos de Pasher, n'engagent que lui. Ce sont pas des conseils en investissement et voilà, Il ne les faut pas actifs m'écouter, numériques. il ne faut vraiment pas m'écouter. Je prends plein de mauvaises décisions, j'ai fait plein d'erreurs Et c'est bien d'avoir et l'humilité et d'ailleurs, j'en ferai de le d'autres dire. et j'en ferai Mmh, d'autres et tout d'ailleurs, à fait. la 1re fois que j'ai vu Owen, quand on était allé prendre un café, la toute première fois qu'on s'est rencontrés, quand je lui ai dit que je vendais pas mes airdrops, il m'a insulté.
Il m'a insulté et ça te montre, tu vois, la différence d'expérience entre évidemment quelqu'un qui a des années dans l'écosystème et quelqu'un qui vient de commencer. Donc, Ouais, mais tu sais, je pense que il faut payer pour apprendre. Et même bien si sûr, quelqu'un te l'avait dit 1 an avant, il faut vendre, je pense que tu l'aurais pas fait. Et je pense que c'est pareil pour les traders, c'est pareil bien sûr, bien sûr. Non, pour mais le poker, c'est pareil pour tout. heureusement, j'ai pas de regrets. Mais, Ouais. en tout cas, voilà, ma conviction a changé par rapport à ça et j'ai arrêté de hold, des conneries sur mes wallets parce que ça n'a aucun intérêt. On va prendre les questions du chat. Let's go. D'abord, on en avait une de Julien Carvarek. Vu que Pasher fait du multi-wallet, comment fait-il pour bien choisir? Alors, va falloir répondre assez rapidement parce qu'il y en a pas mal et qu'on a 14 minutes. Donc, si Ouais, tu peux, ouais, ouais, voilà. ça Et prend si on a vite. un petit bout de temps à la fin, on verra à quoi on l'utilise, puisque on pourra parler même de l'actualité. Euh, donc oui, comment tu fais pour savoir c'est quoi tes green flags en disant celui-là je le farm et celui-là je le farm pas parce que tu peux pas tout faire. Ou au contraire, si tu t'en fous, tu fais tout. Bah, non, non, justement, je suis loin de faire, tout. Déjà, maintenant, j'avoue que je me concentre surtout sur les très, très gros lancements d'écosystèmes, parce que c'est ce qui rapporte le plus. En fait, le format des airdrops a beaucoup changé. On n'est plus sur des transactions, on est beaucoup sur de la contribution sociale et du coup, faire du contenu, aller sur Discord et cetera. Donc tu peux pas tout faire. Tu es un peu obligé de concentrer ton temps et ton énergie. Moi, c'est mon point de vue et c'est pour ça que, les trucs que dans l'idéal, ce que je recommanderais aux gens, c'est de se concentrer sur, voilà, aller dans les Discord, contribuer, faire du contenu, Kaito, trouver un écosystème sympa et s'investir à fond. Et je pense que c'est plus intéressant aujourd'hui de s'investir à fond sur un truc que d'aller farmer, plein de petits trucs de merde parce qu'en fait ça marche pas. Si c'est pour recevoir, 5 d'airdrop, pour avoir payé, 10 de gaz sur, 500 transactions, ça vaut pas le coup. Ok, ok, ok. Et là, par exemple, tu as quelques noms à nous Ouais, ouais, partager. bien sûr. Moi, ce que je regarde le plus en ce moment, hors Hyperliquid, hein, parce que je farm très, très fort, les prochains airdrops d'Hyperliquid, et de tout l'écosystème. Ce que je regarde beaucoup, c'est Mega ETH, étant donné que Mega ETH, donc ils ont fait une petite raise, une petite levée de fonds institutionnelle et plutôt une majorité de la levée de fonds s'est fait via la communauté. Donc déjà, on n'aura pas l'aspect, pression vendeuse des institutions. Ça inclut la communauté dans la stratégie d'investissement, je trouve ça très smart et en plus donc le projet technologiquement est très solide. Ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir, hein, c'est un L2 qui va très, très vite, mais genre très, très vite et derrière, bah, en fait, il y a une fondation qui soutient les projets de l'écosystème, qui a une vraie stratégie marketing, relativement organique et un accélérateur de projets. Ils ont des projets innovants. Donc je pense que l'écosystème méga va va bien se lancer et va bien se développer. C'est ma conviction perso et si Mega marche pas, c'est qu'il y a que Hyperliquid et si Hyperliquid marche pas, c'est qu'il y a que Bitcoin. Moi, c'est comme ça que je lis le marché aujourd'hui. Ok, très clair. Est-ce que tu utilises Bubble Map pour, entre autres, voilà, détecter les centralisations ou tu utilises plutôt Arkham ou je sais pas quels outils tu utilises, si tu en utilises, pour faire un petit peu d'analyse on-chain? Je l'en fais très peu, effectivement, j'utilise parfois Arkham, mais généralement, j'ai même pas besoin. J'ai pas besoin d'analyser les wallets moi-même, il suffit de voir, les tokenomics et les répartitions d'un projet, d'un gros layer 1, de voir que tout est pour le marketing, la team, les VC et généralement, je me rends compte qu'en fait, c'est pas intéressant. Je ne vais pas dans ce niveau de détail, aujourd'hui pour lire un projet. J'en ai généralement pas besoin. Ouais, puis surtout, toi, que tu es dans la partie pré-TGE et tu pas dans l'investissement. C'est ça, ouais, Donc, exactement. c'est pas tout à fait la même Ouais chose. et je regarde beaucoup par contre je sais plus comment il s'appelle le site, les unlocks de tokens dans le cas de levée de fonds, dans le cas de VC, ça c'est quelque chose que je regarde fort. S'il y a pas d'unlock avant 1 ou 2 ans, généralement c'est un meilleur signal que s'il y a des unlocks après 2 mois, et pour le coup, bah, on parlait tout à l'heure de Starknet. Tu regardes Starknet en market cap, le market cap il fait que exploser alors que le prix galère parce qu'en fait il y a de plus en plus de tokens en circulation, donc c'est tous ces trucs-là, tous ces mécanismes à prendre en compte, Là aussi, dans ce fonds d'investissement. petit point pour être sûr que tout le monde comprend parce que bon, Merci de non, préciser, non, j'avoue non, que t'inquiète, j'ai les je réflexes. m'adapte. Et en fait, en gros, il faut comprendre que
les tokens ne sont pas libérés en même temps pour tout le monde, notamment les investisseurs précoces. Ils ont accès aux tokens à un prix en général intéressant, mais en contrepartie, ils ont des conditions qu'on appelle de cliff et de vesting. Donc, le cliff, c'est une période pendant laquelle tu ne reçois pas de token, et le vesting, c'est la période pendant laquelle tu vas le recevoir de façon linéaire, en général mensuellement. Et donc, tu as les unlocks, c'est les déblocages de tokens, où par exemple, tout ça, normalement, c'est calé dans la tokenomics et même sur le white paper, tu peux savoir évidemment, mais tu as des sites qui agrègent les données pour te dire en gros, par exemple, je sais pas moi, sur Starknet, je donne un exemple complètement farfelu, dans un mois, tu as une libération de 1 million de tokens pour l'allocation de la seed, par exemple. Et donc, tu peux imaginer que ceux qui ont investi en seed il y a 2, 3, 4 ans à l'époque, sans doute en SAFT, quand ils vont recevoir leurs jetons, c'est une pression vendeuse latente. C'est-à-dire que tu te dis qu'il y a quand même de grandes chances qu'ils vendent. Et donc, voilà, toi, tu sais qu'à ce moment-là, il y a un risque que le prix en souffre. Voilà, donc c'est ça et c'est important, évidemment, surtout quand tu investis, quand tu mets de l'argent. Parce qu'il Exact. faudrait éviter d'acheter juste avant une libération, parce que tu sais que C'est ça. tu vas te faire dump dessus. Mais dans le cas du farming de airdrop, ces informations-là sont moins pertinentes, en tout cas, je crois. Bah, ça change quand même pas mal la dynamique du token et du lancement. En fait, quand tu vois un token bullish, quand tu vois un token qui a une très bonne distribution, tu peux te dire: «Ah ouais, OK, pas mal le token spécifiquement», au-delà du projet. Heu, au-delà, et du coup, si tu as un token qui a un potentiel de bien se comporter, comme on en a très rarement eu, hein, mais tu prends Hyperliquid, c'est un très bon exemple, tu as de grandes chances d'avoir un lancement à une meilleure valorisation, donc un meilleur airdrop et en plus, c'est important de regarder ça pour la stratégie de, est-ce que je vends tout l'airdrop? Est-ce que, j'en garde s'il y a du stacking? Est-ce que je hold parce que je pense qu'il va prendre la valeur? Voilà, tu as Ok. compris la strat. Ça, c'est vraiment ouais, pour la partie même un peu post-airdrop, quoi. Ouais, exactement. Là, genre la Ouais, stratégie au lancement et pour le coup, d'accord. c'est ce que j'ai fait sur Kaito, tu vois? J'ai bien analysé le truc et je me suis dit: «OK, Kaito, il y a plein de protocoles qui distribuent des tokens aux users Kaito. Kaito, ils ont un outil pour voir qui a vendu. Je pense que c'est intéressant de hold, donc j'ai hold et il s'avère qu'ils ont mis un système de badge pour les gens qui ont holdé, donc effectivement, ça valait le coup», tu vois? Voilà, c'est important d'avoir un plan sur les airdrops, sur ce que tu en fais le moment où tu le reçois. Généralement, c'est toujours un très bon point de le vendre, quitte à en racheter plus bas derrière parce que tout dump, parce que tout le monde prend des profits maintenant. Après, ça veut pas dire que ça va pas évoluer et peut-être que dans 6 mois, tous les nouveaux airdrops vont faire que monter parce que, bull run, parce que, tout le monde se rend compte qu'en fait les airdrops, c'est que des bons tokens, je sais pas, tu vois? Faut être un peu agile, mais voilà, c'est la strat. OK, très clair. Tiens, on va parler un petit peu actualité, parce que là, on a quand même parlé beaucoup, voilà, spéculation, farming, et cetera. Qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Tu parlais d'Ethereum, que tu espérais voir à un moment donné, se valoriser. Pourquoi? Parce que visiblement, tu nous dis que tu es quand même essentiellement, Ouais. voilà, donc pourquoi, Ethereum, tu en parles 3 fois là pendant l'interview, sur sa valo? Est-ce que parce que tu penses qu'il peut entraîner derrière lui, justement cette alt season que certains attendent ou parce que tu penses que fondamentalement, c'est important qu'Ethereum soit bien valorisé? Aucun des 2, juste parce que j'aimerais, parce que ça me ferait plaisir. Moi, j'avais un très gros pari sur Ethereum pour le coup, donc j'ai un très gros manque à gagner sur ça, hein. Parce que j'ai accumulé des cryptos, pendant le bear market, début 2022, 2023 plutôt, genre début 2023, c'est là où j'ai commencé à acheter des cryptos. J'ai évidemment pris le pari d'Ethereum, il s'avère que ça a pas payé. Si j'avais acheté du Bitcoin, j'aurais fait un bien meilleur multiple, c'est la vie. Je pense qu'Ethereum a une technologie fantastique. Je pense qu'il y a des belles choses et je pense qu'il va garder une place importante dans l'écosystème. En termes de gestion de portefeuille perso, ça me concerne que moi. J'ai coupé beaucoup de positions d'Ethereum pour acheter du Bitcoin et du hype parce que j'avais plus confiance dans le token sur la descente. Jusqu'ici, il s'avère que j'ai bien fait, donc si ça remonte, je serai très content parce que j'en ai toujours. Si ça remonte pas, bah, je serai très content d'avoir coupé ma position, pour limiter les dégâts. Ethereum, pour moi, c'est le token le plus intéressant, et le plus important en crypto hors Bitcoin. Donc il s'avère que là, maintenant, il y a le hype dans lequel j'ai des très grosses convictions, mais Ethereum, ça reste une technologie fantastique et j'ai des convictions fortes sur le fait qu'Ethereum sera toujours là dans 10 ans.
ce qu'on peut pas dire sur la majorité des tokens en crypto, hein, mais du coup, c'est mon point de vue perso. Donc j'aimerais bien qu'Ethereum monte fort. Ce serait une belle victoire pour la crypto et pour l'écosystème. En pratique, la réalité, c'est que j'ai tendance à penser qu'en fait, on a surtout survalorisé Ethereum les précédents cycles. Donc, à voir ce que l'avenir nous réserve, mais ça me ferait plaisir qu'il remonte parce que la sous-performance vis-à-vis de Bitcoin est quand même vraiment, vraiment très dure pour les investisseurs. Ouais, c'est intéressant concernant Ethereum. Je t'avoue que j'ai du mal à même à prendre parti là-dessus. J'ai du mal à me T'en as toi ou positionner. pas? C'est quelque chose Ouais, qui t'intéresse, ouais? alors, tu veux dire, est-ce que j'ai de l'ETH ou est-ce que j'ai des Est-ce que tu de convictions? l'ETH? Est-ce que tu de Ah, l'ETH? oui, oui, j'en ai, mais c'est même pas tant ça. C'est que moi, je réfléchis pas du tout avec mon wallet. Il y a des écosystèmes auxquels je crois à mort et j'en ai pas du tout. Il y a des écosystèmes auxquels je crois pas du tout, mais il m'en reste. Enfin, bref, donc je suis complètement décorrélé de mon wallet. Je suis un peu multipolaire de ce point de vue. Mais en tout cas, pour revenir sur vraiment la partie Ethereum, déjà, c'est courageux de prendre parti parce que c'est risqué de se tromper. Donc, déjà, c'est bien. Mais c'est vrai qu'avec la fragmentation de la liquidité, avec le fait que j'ai le sentiment aujourd'hui que la force d'Ethereum, c'est-à-dire en gros sa décentralisation et sa sécurité potentielle, mais aussi factuelle avec toute cette TVL qui repose dessus. J'ai l'impression qu'au niveau end-user, c'est de moins en moins important. Tu vois, les gens, ça les indique, ils préfèrent limite un Solana qui est beaucoup plus centralisé, beaucoup moins sécurisé, puisqu'il y a à peine 10 milliards j'ai vu, il y a 9 milliards de TVL sur Solana. Mmh. Et en fait, je me pose la question, est-ce que demain, on va pas partir plutôt sur chaque app aura sa propre blockchain et puis à la fin, finalement, le settlement sur Ethereum, peut-être qu'on va s'en passer. Et surtout quand on voit les variations de stratégie de Vitalik et de la fondation où ils se C'est disent, vrai. Non, tu c'est vois, vrai, c'est vrai. et encore une fois, c'est pas pour ça que je dis qu'Ethereum est mort, loin de là, mais c'est ça qui m'empêche aujourd'hui d'avoir une conviction là-dessus. Alors, je pourrais par principe dire voilà ma conviction et si je me trompe, fuck. Non, mais tu vois, sur ça, j'ai vraiment du mal à me positionner. Donc, c'est courageux, voilà, vu le contexte d'Ethereum depuis quelques mois maintenant, d'afficher sa conviction au risque, hein, dans un an ou dans 10 Ah, ans, mais bien de se sûr, hein. tromper. Mais c'est De toute notre façon, rôle je aussi, je hein. me suis Ouais. je me suis bien trompé. Je me suis trompé fort sur Berachain. J'avais annoncé que je voyais Berachain une beaucoup plus grosse valorisation au lancement que ce qui a été en réalité. L'avantage, c'est que je vis pas de mon contenu sur X et de mon influence, donc en fait, j'en ai un peu Ouais. rien à Non, faire si non, je tu as me raison. trompe. Mm. Mais après, je suis aussi très, très bullish sur Solana. Je pense que Solana a une place unique dans le marché et qui va rester. Moi, je vois pas de Solana killer, tu vois? Par contre, Bah, bah, attends, c'est vrai là, j'ai vu un truc, pardon de te couper, mais ouais, tu sais, vas-y. Solana a une réputation de blockchain à meme coin, tout ça. Bon, ok. Bien sûr. Mais c'est un truc de ouf. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dès qu'il se passe un truc d'institutionnel, c'est sur Solana. Genre là, Mais bien sûr. la Kraken lance les actions tokenisées, elles sont sur Solana. Donc à un moment donné, c'est pour ça que moi, et pourtant je suis loin d'être un gros holder ou un gros, j'ai un tout petit bac de sol. Vraiment, c'est pas, je parle pas du tout avec mon wallet, mais je parle vraiment avec ce que je dis et ce que je dis dans l'émission depuis des années maintenant à ceux qui bâchent Solana, souvent par envie et jalousie d'ailleurs. Mais c'est qu'en fait, Solana, ok, c'est vrai qu'ils ont surfé à mort sur les meme coins, sur les agents IA, sur tout ce qui est des gènes, Pop Dun Fund, ok. Mais à côté de ça, ils ont quand même réussi à se positionner sur des choses hyper legit, hyper instit. Et ça, c'est fort, tu vois, pour le coup. Il faut le reconnaître. Donc, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'être capable d'être une blockchain dégène et instit à la fois, c'est quand même très, très beau, je trouve, hein. C'est du Ouais, et puis beau boulot surtout de la part surtout de le Didier, le l'UI et l'UX sur Solana est quand même assez fantastique, hein, avec le bien sûr. Phantom Wallet. Enfin, c'est ça qui aide le plus, c'est que Bah là, c'est en trop plus, enfin, avec Solana, leur c'est très nouvelle bien. mise à jour, d'ailleurs, on va en parler dans l'émission bientôt. Je vais recevoir Olivier, mon chéri de Solana Labs. On a fixé ça ensemble. C'est pas tout de suite, hein, c'est le 17 juin, mais on va faire, ceux qui s'intéressent à l'écosystème Solana, on va faire une chronique très longue et très intéressante sur les 3 grosses annonces récentes de Solana. Le lancement Cool. du téléphone, évidemment, le
lancement du SKR, ce token de l'écosystème Solana Mobile, et évidemment cette nouvelle mise à jour du consensus qui devrait avoir lieu d'ici la fin de l'année et qui va permettre de faire des transactions jusqu'à 100 fois plus rapides, au prix quand même d'une diminution de la tolérance sur les attaques byzantines. Mais ça, on en discutera ensemble, ça va être passionnant. Bah, très intéressant. Écoute, j'attends avec impatience mon téléphone aussi. Alors, tu sais que moi j'ai une histoire. J'avais précommandé moi le premier, le Saga Ouais. mobile, et j'ai eu une énorme galère pour le recevoir. Genre tout le monde le recevait autour de moi et moi je le recevais pas, tu vois. Et j'ai été obligé de parler à un pote, donc Olivier, qui sera là justement dans l'émission, qui bosse chez Solana Mobile. Je frérot, au dernier recours, j'envoie des messages au support, il y a rien, un truc. J'envoie le message. Et je crois, un jour après, je reçois un mail du support. Excusez-nous, on vous l'envoie et tout. Et donc, je l'ai Ah reçu, putain. mais je n'ai pas commandé le Seeker. Voilà, mais effectivement, et normalement, je crois qu'il devrait être livré aux alentours du mois d'août, c'est ça? Non, j'ai pas vu. Bah, j'espère, j'ai pas suivi, mais en tout cas, très Je crois que c'est rentable ça, pour ouais. les airdrops, encore plus le Ah ouais, premier que le deuxième, mais les ouais, deux, on a bien mangé, donc le ouais, téléphone gratuit, écoute, on prend, voilà, hâte de voir c'est ce que ça ça. donne. Bien, Pacher, c'était un plaisir. Honnêtement, comme souvent, j'avais prévu plein d'autres discussions et celle qu'on a eue m'a vraiment parfaitement convenu. Je suis très content d'avoir fait ta connaissance, d'avoir permis aussi à celles et ceux qui nous écoutent de se rendre compte que Pacher, c'est pas qu'une parodie, c'est une vraie personne déjà qui fournit un travail intense, qui voilà, admet ses erreurs, a des convictions et continue. Et surtout, ses convictions, même quand il est seul à les porter, il continue. On l'a vu l'année dernière. Il continue à y croire et ça a payé. Et tant mieux, et c'est mérité avec Hyperliquid. On te souhaite la même réussite et le même succès, évidemment, cette année. Bah, merci beaucoup, mec, toi aussi, c'était très cool. Merci pour l'accueil et merci pour l'invitation. Je suis très content d'avoir connecté avec toi. On a passé un super moment. Eh ben, merci beaucoup. Moment partagé. Je vais te libérer, te souhaiter une très belle journée, un bon week-end. Et puis, on va passer à la chronique Tradfi. Merci beaucoup, Pacher. À bientôt. Ciao. Bon, écoutez les amis, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez découvert ou redécouvert Pacher. Moi, ça a été mon cas. Je l'ai découvert. Voilà, je suivais un petit peu, mais je ne savais pas exactement qui il était, ce qu'il pensait, ce qu'il faisait. Et là, on l'a découvert en live ensemble. Donc, j'espère que ça vous a plu. Alors, je précise avant de recevoir Jonathan que vous pouvez, si vous le souhaitez, contribuer à GM Web3. On a lancé un Tipeee il y a quelques semaines de cela et qui vous permet, à partir de 1 euro, eh bien, de pouvoir voilà, nous faire un petit don, nous permet de nous payer le café ou tout ce que coûte le podcast, évidemment, les abonnements, le marketing, toutes ces choses-là. Donc, voilà, n'hésitez pas. Ça permet de nous donner un coup de pouce, mais aussi ça nous permet de garder notre liberté éditoriale qui nous permet de vous proposer plus de 10 heures de contenu par semaine sans aucune entrave. On est obligé de parler de rien. On ne peut inviter qui on veut. On peut parler de ce qu'on veut, exactement comme on veut. On n'est pas monétisé sur YouTube, donc on a le droit de dire des gros mots. Bref, cette liberté, elle a un prix. Et si vous souhaitez nous aider à continuer évidemment ce contenu, n'oubliez pas que vous pouvez le faire. Évidemment, à côté de ça, abonnez-vous, etc., etc. Bien, on va recevoir maintenant